Maintenant que la première bande-annonce de Spider-Man No Way Home est enfin sortie, comment donner encore du sens à nos vies? Comment se raccrocher à un lendemain sans avenir? Je vous pose la question, alors même qu'elle a dépassé en 24 heures les vues, toutes plateformes confondues, qu'avait pu faire la bande-annonce d'Avengers Endgame. Bon, trêve de conneries, on passe à l'analyse. Ah si, quand même quelques petites conneries avant de continuer. Si ce t-shirt magnifique vous plaît, vous trouverez un lien en description de la vidéo pour vous le procurer ou bien d'autres modèles. Et bien sûr, cela participe à soutenir mon travail avec de l'argent, hein, vous avez compris le concept. Et sinon, eh bien, petite mise en garde quand même, hein, si vous ne voulez absolument rien savoir de ce film Spider-Man No Way Home avant de le découvrir en salle, mieux vaut sans doute éviter ce type de vidéo, mais ça vous le saviez déjà. J'ai envie de commencer par un point essentiel que j'ai déjà souligné à de multiples reprises, que ce soit dans mes vidéos sur YouTube ou encore dans les sessions de live sur Twitch, mais on assiste avec cette bande-annonce de Spider-Man No Way Home et bien sûr avec le film à la création d'un univers Sony Spider-Man et de plus en plus on verra des interconnexions entre le MCU et les personnages Spider-Man encore détenus par Sony pour ce qui est des droits au cinéma. Attention, cela ne signifie pas pour autant, loin de là, la fin de Tom Holland en Spider-Man dans le MCU, mais plutôt la multiplication des interconnexions, comme je viens de le dire, tout du moins tant que Disney et Sony seront sur la même longueur d'onde. Et comme prévu, c'est bien sûr le multivers qui va servir de prétexte et de passerelle pour amener des personnages de l'univers Sony dans le monde actuel de Spider-Man et ensuite pour amener Spider-Man lui-même dans l'univers des personnages Sony. Alors bien sûr, ce Spider-Man No Way Home, c'est un film Sony, mais on sait que ce Spider-Man est dans le MCU essentiellement pour l'instant. Donc voilà, ce sont toutes ces subtilités qu'il faut comprendre pour justement percevoir la suite qui se met en place. La construction scénaristique du multivers a commencé en quelque sorte dès le premier film Doctor Strange pour se prolonger récemment avec WandaVision, Loki, ce prochain film Spider-Man et bien sûr Doctor Strange in the Multiverse of Madness qu'on attend pour début 2022. La révélation de l'identité secrète de Peter Parker ainsi que l'accusation de meurtre contre Mysterio montée par Mysterio lui-même qu'on avait à la fin de Far From Home, tout cela vient placer bien sûr ce film No Way Home dans la directe continuité de cette crise personnelle très particulière pour Peter Parker. Une accusation montée par Mysterio certes, mais aussi massivement diffusée par le dailybugle.net, la version internet du journal à sensation de Jonah Jameson, avec l'excellent J.K. Simmons, dont j'espère voir ici plus qu'un simple caméo. Je suppose que c'est dans le premier quart d'heure du film qu'on verra Peter et MJ se faire poursuivre, l'interrogatoire mené par le département du contrôle des dommages, et une décision de justice permettant une remise en liberté, au moins provisoire, du héros. Il est intéressant de souligner que dans les comics, Damage Control est une société qui est contrôlée à parts égales entre Tony Stark et Wilson Fisk. Si j'évoque Fisk, c'est bien évidemment pour en venir à Matt Murdock alias Daredevil. En effet, je pense que les rumeurs autour de la présence de Charlie Cox pour reprendre son rôle dans le MCU sont très solides. En revanche, contrairement à de nombreuses analyses qui traînent, en aucun cas je n'imagine que ce soit Matt qu'on devine dans ces images, alors que Peter est menotté et questionné. En effet, Matt Murdock se déplacerait tout simplement avec une canne et pas les bras croisés dans un bureau qui ne serait pas le sien. Par ailleurs, Wilson Fisk lui-même pourrait bien revenir et sous les traits de l'exceptionnel Vincent D'Onofrio qui campait l'un des sinon le tout meilleur méchant Marvel à l'écran. Et pour le savoir, il faudra sans doute suivre la série Hawkeye, dont la sortie d'un des épisodes, le 5e je pense, coïncidera avec la sortie du film Spider-Man No Way Home. Quoi qu'il en soit, dans le film, Matt Murdock ne devrait faire qu'une brève apparition, même si son rôle d'avocat éventuel de Peter Parker pourrait avoir un impact non négligeable sur la vie de Peter justement. Et même si Peter parvient à se tirer des ennuis judiciaires, restent les effets désastreux de cette révélation de sa double identité, effets sur sa propre vie bien sûr, mais aussi sur celle de ses proches. De toute évidence, MJ est vénère, Ned est inquiet, Flash s'éteint les cheveux en blond et Betty joue au journaliste. Enfin vous voyez quoi, chacun réagit en fonction de ses propres sensibilités, se teindre en blond c'est bien aussi. Entre les interrogatoires de ses amis et de sa tante, et même si MJ donne le change,
il est évident que Peter sera soumis à une forte pression et se sentira coupable, d'autant plus que tout cela fait remonter les mensonges qui allaient avec son identité secrète. Contrairement à ce que laisserait supposer la scène des hélicoptères, il semble que Peter se fasse arrêter tout simplement par la police ou le damage control chez sa tante. En effet, on peut reconnaître qu'il porte les mêmes vêtements entre la scène du canapé et celle de la main menottée. Tante May sera emmenée en même temps que lui et cette invasion de leur intimité donnera un impact bien plus fort qu'une arrestation en extérieur. Pour revenir sur la scène d'intro entre Peter et MJ, sur un toit qui pourrait bien être celui de leur lycée, on remarque deux références. La première a déjà été soulignée à moult reprises, il s'agit du graphe Ditko qui désigne Steve Ditko, le co-créateur avec Stan Lee de Spider-Man mais aussi de Doctor Strange et de bien d'autres personnages. L'autre clin d'œil plus subtil se cache dans le dialogue alors que MJ évoque les inventions de l'article selon lequel Spider-Man pourrait hypnotiser les femmes. Il me semble y voir une subtile référence à Jessica Drew alias Spider-Woman. En effet, initialement, ce personnage dégageait des phéromones attirant les hommes et repoussant les femmes. Et même si rien n'a encore été officiellement confirmé, on se doute bien que c'est un film Spider-Woman autour de Jessica Drew que Sony a confié à la réalisatrice Olivia Wilde. Quoi qu'il en soit, face à cette situation très dure, Peter semble inspiré par des décorations d'Halloween à aller chercher l'aide du sorcier suprême en personne. Et au passage, on peut remarquer que la présence de ces décorations d'Halloween nous indique que plusieurs mois se seront écoulés entre la fin de Far From Home, qui était un film estival, et ces événements, en tout cas quand Peter va aller chercher l'aide de Stephen Strange dans ce No Way Home. Alors ici, on se pose au moins trois questions. Déjà, pourquoi le Sanctum Sanctorum est-il totalement givré? Pourquoi Wong le quitte-t-il en ayant l'air en colère? Et pourquoi le Docteur Strange se lancerait-il dans un sortilège extrêmement dangereux pour la Terre uniquement pour sauver les miches de Peter Parker? Bon, et j'y ajouterai personnellement qui est ce jeune gars qui ramasse de la neige chez Strange. On peut imaginer toutes sortes de réponses à ces différentes questions, mais la plus simple reste sans doute que Stephen Strange est toujours un égocentrique un peu mégalo, ce que le fait d'avoir sauvé la moitié de l'univers, d'y avoir joué un rôle prépondérant en tout cas, ne devrait pas avoir arrangé. Alors oui, évidemment, on peut commencer à imaginer des réponses un peu plus tordues, du style ce n'est pas le véritable Doctor Strange et celui qu'on connaît est enfermé quelque part sans que personne ne le sache. Pour l'instant, sur la base des informations à notre disposition, il est impossible de véritablement trancher entre ces deux explications possibles, mais le principe philosophique du rasoir d'Occam, que vous pourrez aller vérifier sur internet si vous ne le connaissez pas encore, nous pousse évidemment vers la solution la plus simple, c'est-à-dire la première, c'est le Docteur Strange mégalo et égocentrique qu'on connaît depuis un moment. Et plus concrètement, pour ce qui est de la présence du givre dans le Sanctum Sanctorum, on peut tout simplement se dire qu'un passage vers Camartage, vers l'Himalaya, est resté ouvert trop longtemps, ce qui explique toute cette neige, cette température très basse dans le Sanctum. Alors bien sûr, on peut aussi se souvenir que le 9e cercle des enfers est gelé, mais attention, on se souvient du rasoir d'Occam. Ce qui retient surtout mon attention pour l'instant, c'est le lieu du rituel. Strange emmène Peter dans les profondeurs du sanctuaire, vers ce qui pourrait correspondre à une version antique du lieu. Peut-être que la chute de Bruce Banner a pu révéler la présence de ces anciennes fondations qui laissent deviner un temple primitif. Un endroit qui pourrait être aussi ancien que le Darkhold et que certains démons. Calme-toi Captain, on a dit le rasoir d'Occam, l'explication la plus simple. Mais bon, on peut aussi se souvenir que Wanda jouera un rôle prépondérant dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bon, calmons-nous, on verra bien. Et même si je suppose que vous êtes déjà au courant, puisque vous avez sans doute regardé d'autres vidéos sur internet d'analyse de cette bande-annonce, mais si la question d'un éventuel pacte que Peter Parker pourrait passer avec le diable revient si souvent, c'est à cause des similitudes qu'on peut quand même trouver entre le scénario de ce film, Spider-Man No Way Home, et un comics qui s'appelle One More Day, dans lequel Peter va passer un pacte avec Mephisto, un pacte qui va lui permettre de retrouver sa tante May qui s'était fait tirer dessus, mais il doit sacrifier MJ, son mariage, etc. C'est un comic qui avait beaucoup choqué les fans, qui n'avaient pas fait l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il est toujours possible de reprendre quelques éléments, donc gardons l'œil ouvert, mais encore une fois, l'explication la plus simple est sans doute la bonne.
Et pour préciser encore une fois bien clairement mon point de vue personnel sur cette question, il me semble que le film n'aura pas le temps de nous développer une histoire avec un Doctor Strange maléfique qui a été remplacé, etc. Puisque, a priori, ce film comptera déjà largement suffisamment d'antagonistes, de personnages, etc. Et il y a une limite à ce qu'on peut mettre dans un film. Quand Stephen Strange lance ses incantations sans même avoir prévenu Peter à l'avance qu'il ne devait en aucun cas s'agiter ou dire un mot, on sait qu'on est déjà en pleine catastrophe. Le décor fugacement révélé par la destruction causée par les anneaux magiques en mouvement semble correspondre à celui du vide spatial qui entourait le manoir de celui qui demeure dans la série Loki. On reconnaît aussi une forme de tunnel lumineux déjà vu lorsque Strange faisait l'expérience du multivers dans le film de 2016. À la fin, on remarque que les anneaux en mouvement persistent mais en mode miniature. C'est peut-être ce que contient l'étrange boîte pour laquelle Strange et Peter semblent plus tard s'affronter. Concernant les scènes de Strange et Peter qui passent par New York en plein exercice de yoga architectural ou sur un train que Strange multiplie, difficile de savoir s'il s'agit d'une course-poursuite entre les deux ou d'une explication un peu imagée du multivers. On remarque quand même que Strange n'a plus sa fameuse cape sur ce train qui n'a rien à faire au beau milieu du Grand Canyon. Quoi qu'il en soit, on en revient à cet éventuel antagonisme avec la scène qui voit Strange utiliser la technique que l'ancien avait appliquée d'abord sur lui-même, puis à Bruce Banner dans Endgame, à savoir la séparation forcée du corps spirituel du corps physique. Là encore, l'explication la plus simple et sans doute la meilleure, on peut supposer qu'à la fin du rituel mené par Strange, Peter va prendre conscience qu'ils ont fait une énorme connerie, mais le problème c'est que le rituel aura largement fonctionné et que le Dr Strange lui-même ne se souviendra pas de Peter Parker en tant que Spider-Man, donc il se méfiera de lui, et lorsque Peter voudra récupérer la boîte dans laquelle les anneaux d'énergie magique seront enfermés, peut-être, c'est ce que j'imagine, eh bien Strange ne le laissera pas faire et une course-poursuite pourrait donc s'engager entre les deux personnages. Au passage, on peut aussi souligner que MJ elle-même aura oublié qui est Peter Parker, ce qui va nous relancer un petit suspense romantique, alors que la question de leur relation avait été plus ou moins réglée dans Far From Home, et ça franchement pour les scénaristes c'est bien joué de leur part, chapeau. Parmi toutes les questions concernant Strange reste également celle de la présence de l'œil d'Agamotto à son cou, alors que la pierre du temps a été atomisée par Thanos. Alors je ne sais pas ce que Strange pourrait mettre dans l'œil d'Agamotto si la pierre du temps n'y est plus, il s'agit peut-être d'une simple coquetterie, alors que Thanos avait écrabouillé le médaillon dans Infinity War. Pour en terminer sur la relation délicate entre Strange et Peter dans le film, la réplique sinistre « Be careful what you wish for, Parker » que beaucoup attribuent à Willem Dafoe serait en réalité prononcée par Benedict Cumberbatch. Ensuite, on a un Happy Hogan qui devient Passy Happy, ce qu'on peut contracter en Papy Hogan. Espérons qu'il n'assiste pas ici à la mort de Tante May, sachant que le MCU n'a pas encore eu l'équivalent de la mort d'Oncle Ben pour Peter, du moins pas à l'écran. Donc oui, vous m'avez bien compris, je pense qu'on pourrait assister à la mort de Tante May dans ce film, à moins que coup de théâtre il ne s'agisse de la mort de Happy Hogan, mais clairement pour Peter Parker, même si la mort de Hogan l'affecterait bien sûr, c'est celle de Tante May qui serait le coup le plus dur à encaisser. Les autres grands moments de cette bande-annonce viennent bien sûr avec la révélation, la confirmation du retour d'au moins 5 méchants emblématiques des aventures de Spider-Man au cinéma depuis la trilogie de Sam Raimi. Déjà on a des éclairs et du sable, que ce soit en tempête ou en mur, qui viennent annoncer Electro d'un côté et l'homme sable de l'autre. On remarque justement que le mur de sable semble un instant protéger Peter d'un éclair, ce qui correspondrait bien à la rédemption atteinte par William Baker dans Spider-Man 3 et le mettrait plutôt du côté de Peter. On a une rapide attaque surprise dans l'obscurité par ce qui ressemble à la silhouette du lézard vu dans The Amazing Spider-Man. Et sur la scène du pont, on a à la fois une bombe typique du bouffon vert et l'apparition de Dr Octopus. Même si on ne voit pas Willem Dafoe, je suis convaincu qu'il sera bien présent. Quant à Alfred Molina, la technologie de rajeunissement a évidemment été utilisée sur son visage. On peut remarquer que ces tentacules sont illuminés de rouge, ce qui pourrait laisser supposer que ce sont eux qui décident et qui ont à nouveau pris le contrôle de l'esprit du scientifique. On peut évidemment se poser la question quant à l'identité du Peter que salue Otto Octavius, mais il peut s'agir tout simplement de la version Tom Holland en costume de Spider-Man. Même s'il y a quelques petites modifications, eh bien évidemment, Doc Ock reconnaîtrait le costume de Spider-Man. Costume en mode 8 bras activé, ce qui devrait donner l'occasion aux tentacules du Doc de prouver leur supériorité sur cette technologie Stark
Parce que bon, quand même, le spécialiste des bras qui sortent du dos, c'est bel et bien ce cher Octavius. Et puisque je parle du costume ou des costumes de Peter en Spider-Man, un petit mot sur ce costume noir qui semble porter la marque de griffure qui pourrait bien être celle laissée par le lézard. Alors certes, c'est vrai, on a déjà pu découvrir cette série dans certains produits dérivés marketing qui sont généralement dévoilés avant le film pour ce type de sortie, mais bon, rien de très concret à se mettre sous la dent, si ce n'est potentiellement un lien avec la magie, donc peut-être une tenue augmentée par certaines capacités magiques qu'aurait prêté le Doctor Strange, on peut le supposer. Et si on voulait voir les Sinister Six, le fameux groupe d'adversaires emblématique de Spider-Man, il nous en manquerait encore un. Parmi les candidats pour le 6e, on a le Vautour, Rhino, Scorpion et bien sûr Mysterio. Et je vous le dis directement, de mon point de vue, le retour qui serait le plus intéressant, ce serait celui de Mysterio. Il pourrait s'expliquer de diverses manières, puisqu'il faut se souvenir que derrière cette création, ce personnage de Mysterio, il y avait toute une équipe. Attention toutefois, on ne peut pas exclure à 100% une éventuelle présence de Venom. Oui, je sais, ça peut paraître un peu foufou dit comme ça, mais souvenons-nous qu'on a un Venom Let There Be Carnage qui doit arriver en octobre, même s'il y a eu des rumeurs très récentes d'un report jusque début 2022, où il prendrait la place de Morbius, un film qu'on attend depuis 40 ans maintenant. Mais forcément, on sait que c'est tout l'intérêt de Sony de nous préparer un face-à-face entre Spider-Man et Venom, mais justement c'est tellement important que si on voyait le début de cette confrontation dans ce film, ce ne serait vraiment qu'un avant-goût, ce ne serait pas la véritable confrontation, mais quoi qu'il en soit, on sait que ça va venir et on aura peut-être quelques pistes en ce sens, des explications, dans justement Let There Be Carnage, le prochain Venom. Par ailleurs, et quoi qu'il en soit, même si on n'a pas du tout Venom, il est évident qu'on aura des affrontements ultra intéressants en termes de potentiel, en tout cas dans ce Spider-Man No Way Home, d'autant plus si on se souvient que l'Homme Sable pourrait prendre la défense de Peter, et admettons aussi que Dr Octopus retrouve ses esprits et le contrôle de ses bras articulés, on pourrait avoir des combinaisons d'affrontements vraiment très cool à l'écran. Pour ce qui est de la grande question qui reste en suspens, je reste personnellement convaincu qu'on verra bel et bien Andrew Garfield et Tobey Maguire dans ce film. Il était évident qu'ils ne seraient pas révélés dans une première bande-annonce, mais de toute évidence également, si des méchants peuvent changer d'univers, des héros le peuvent aussi. Enfin, concernant le Doctor Strange, il n'est pas totalement impossible, même si ça me semble a priori improbable, que l'épisode 4 de What If nous pose quelques éléments d'importance concernant le sorcier suprême, puisque dans cet épisode 4 de la série d'animation, on sait que le docteur devrait rencontrer une version plus sombre de lui-même. Alors est-ce que cela aurait un impact sur ce Spider-Man No Way Home? Je ne crois pas, mais ça reste à voir. Et justement, si vous vous posez la question, oui, je continue à couvrir les épisodes de What If, c'est tout simplement que j'ai décidé de couvrir 2 épisodes par vidéo, donc dans les jours prochains, aussi vite que je peux, je vous sortirai une vidéo consacrée aux épisodes 2 et 3 de What If, et ensuite la prochaine vidéo ce sera aux 4 et 5, etc. Évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous ne voulez pas que j'utilise mes pouvoirs pour repousser d'1 an la sortie de ce Spider-Man No Way Home, vous savez ce qu'il vous reste à faire, laissez un pouce en l'air, me dire en commentaire pourquoi vous avez envie ou pas de voir ce film et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!